Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommet de cette émission, la présence de l'OTAN, l'imprégnation de l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Je serai accompagné de notre consultant maison, M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici à Belgocam TV pour apporter les analyses qui permettront nécessairement de comprendre ce qui se passe dans le monde. La fondation de l'OTAN repose sur une désinformation colossale. Et il se pourrait que la guerre froide a commencé peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, vers 1941. Donc, les anglo-saxons ont-ils été avant-gardistes ? Oui, au regard de ce qui se passe et la lecture des événements qui ont suivi la guerre froide, on peut dire qu'ils ont été avant-gardistes. Tout simplement, on prend un fait majeur, c'est l'axe stratégique États-Unis-Angleterre qui a permis de montrer en quoi ils ont été avant-gardistes et mettre des éléments qui permettent à ce qu'ils aient sous leur botte l'ensemble des pays qui vont être dirigés par leur diligence, j'ai envie de dire. Et cet élément, c'est nécessairement leur manière de gérer la guerre froide. Et j'ai envie de dire aussi l'apport qu'a donné les États-Unis dans la résurgence économique occidentale, ou envie tout simplement européenne, avec le plan Marshall. Et si on retourne maintenant dans cette périodicité-là, parler précisément de la guerre froide, on voit ici l'apport. Il faut d'abord ici signifier que pendant la guerre froide, c'est un conflit idéologique, ce n'est pas un conflit militaire, c'est un conflit idéologique. C'est deux idéologies qui s'affrontent, c'est-à-dire le communisme et le libéralisme. Et parlant du communisme, c'est sous le label de l'URSS, donc de l'ancienne Union République socialiste soviétique. Et le libéralisme, c'est le pendant de l'Occident avec au chef de file les États-Unis et tous ceux qui vont suivre par la suite. Et donc ils ont été avant-gardistes pour magnifier leur expansion, pour magnifier leur volonté de gouverner le monde, leur volonté de dominer le monde. C'est en cela qu'ils ont été avant-gardistes et posé les jalons de leur politique expansionniste, on veut dire. Politique et économique, tout simplement. L'on peut dire que c'est une stratégie qui a entraîné la prise en tenaille militaro-capitaliste qui a suivi avec l'expansion vers l'Est dans les années 90. Est-ce que c'était le début du démantèlement de la prospérité et de la liberté des populations? Non, l'idéologie qui encadre cette prise ou bien mise en tenaille de cette stratégie-là a vocation à militer pour le développement et la prospérité des peuples. Et donc ici on ne peut pas dire que c'est la négation même de cette volonté-là. Donc on voit ici juste un individualisme poussé parce qu'ils mettent en avant le développement des peuples qui sont les leurs au détriment des peuples dans lesquels ils vont s'étendre et mener une politique expansionniste ou alors une politique qui avilit ces peuples dans lesquels ils vont s'installer tout simplement. Et cela est visible d'un point de vue contemporain quand on prend le cas libyen avec la destruction de la Jamaïque libyenne tout simplement pour mettre la main sur les richesses qui ont été protégées et qui ont été mises au service du peuple par le guide libyen. On voit ici que l'expansionnisme occidental avec sous le prisme ou alors la diligence des États-Unis ont mis la main sur cette économie qui était déjà exemple auprès de plusieurs pays au niveau africain. Et donc ils ont cassé cela et cela a mis à mal le développement et la prospérité du peuple libyen, mais cela a mis amené aussi au développement des entreprises occidentales, plus précisément françaises, Angleterre et États-Unis, pour n'est-ce pas, magnifier ici le développement d'un point de vue occidental et magnifier ici le développement d'un point de vue africain qui est le corollaire de l'existence de l'Africain selon la conception occidentale. Et donc on voit ici que ce n'est pas une négation en tant que telle, c'est juste un positionnement d'intérêt qui permet de conclure simplement à qui doit profiter les intérêts quand on voit l'expansionnisme ou alors l'impérialisme occidental venir à nos portes, à qui doit profiter les intérêts qui surviendront dans leur action ou bien leur opération d'influence ou bien militaire. Après la Seconde Guerre mondiale, la Russie ne présentait aucun danger.
aucune menace militaire. Mais pourquoi cette alliance militaire expressément dirigée contre l'Union soviétique a néanmoins été créée sous le sigle de l'OTAN? Comme j'ai dit au préalable, c'est pour la conquête des territoires et la conquête de l'expansionnisme. Quand on fait un peu une analyse historique, on se rend bien compte que si on prend juste la périodicité de la guerre froide, on va ici tomber dans ce que certains historiens appellent le mensonge fondateur, pour montrer en quoi l'inexistence ou alors l'existence de l'OTAN n'est pas quelque chose de concret, ou alors quelque chose qui amènerait la paix, ou quelque chose qui permet de penser la paix dans une paix durable comme ça c'était dans le passé. Et quand on parle de paix durable, on voit ici la conférence de Yalta, la conférence de Moscou, la conférence de Potsdam, qui a vu venir un parterre de chefs d'État pour travailler à ce que le nazisme puisse disparaître et punir les nazis qui ont mis à mal la paix dans le monde, et la paix tout simplement au niveau occidental, européen j'entends. Et on a ici les figures de proue telles que Staline, Churchill et Roosevelt. On voit ici toujours l'axe stratégique Angleterre, Amérique, avec Roosevelt, qui a ici travaillé de fond en comble pour l'avènement de l'OTAN, et pas l'avènement de l'OTAN, l'avènement de l'ONU, pour ramener la paix, une paix durable dans le monde. Et on voit ici aussi à la conférence de Yalta le travail qu'a fait Staline pour préserver l'intérêt russe, l'intérêt de l'Union soviétique. L'Union soviétique, j'entends. Et quand il travaillait à cette conférence, il est parti avec une certaine recommandation qui permet de construire un glacier autour de l'Union soviétique, et permet d'éviter que ce qu'il a connu avec l'influence allemande ne se rapproche par le futur dans cet espace-là dont il a construit ce territoire qu'il a appelé un espace glacier, j'ai envie de dire, qui permet de conserver juste cette influence-là. Et il a gagné cela à la conférence de Yalta. Il a confirmé cette recommandation à la conférence de Potsdam. Tout cela se passe dans les années 45, par là. Et donc, quand on voit maintenant cette évolution-là et cette recommandation qu'a voulu Staline pour l'URSS, on voit aussi l'avènement de nouveaux leaders au niveau de l'Union soviétique. On se demande aussi pourquoi cette ascendance idéologique, toujours ce conflit idéologique entre le communisme et le libéralisme, qui permet ici de mettre en lumière une fois de plus la guerre froide et cependant avec la course vers des alliés, qui vont soutenir l'idéologie et soutenir, n'est-ce pas, le renversement des régimes pour influer nécessairement l'idéologie qui accourt dans les pays qui sont sous l'escarcelle, soit du communisme, soit sous l'escarcelle du libéralisme. Et là, on parle ici de fond en comble de ce conflit idéologique entre les États-Unis, qui est porteur du capitalisme, et de l'Union soviétique, porteur du communisme à cette époque-là. L'Union soviétique n'avait aucune menace militaire. Pourquoi est-ce qu'on a créé finalement l'OTAN? L'Union soviétique n'a aucune menace militaire après la guerre, parce qu'elle est affaiblie militairement, économiquement, politiquement. Et donc c'est après la guerre qu'elle n'a plus. Et c'est un avantage pour les capitalistes, parce que l'idéologie à cette période-là prend un coup. Il n'y a plus les moyens de soutenir l'idéologie soviétique qui est le communisme. Donc il n'y a plus ces moyens-là. Et donc le capitalisme prend un avantage, et avec le plan Marshall qui s'accroche à cette idéologie-là, porte cela au-delà des frontières états-uniennes, rapporte cela au niveau, par exemple, de la France, après la guerre, j'entends. Après la France, l'Angleterre, tous les pays des Balkans déjà même commençaient déjà à solliciter leur entrée auprès de l'OTAN. Pourtant, c'était une recommandation
des partenaires de chefs d'État qui ont travaillé à ramener une paix durable dans le monde avec la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam. Et donc ils ont travaillé à cela et vous voyez ici qu'il y a une négation même de cette conférence-là pour remettre en question, pour remettre en cause ces recommandations de ces différents sommets-là par les États capitalistes. Et donc on voit ici cette projection de l'OTAN, alors l'existence de l'OTAN qui se porte vers l'Est, aux portes de la Russie, c'est qui? Lorsqu'on parle de l'OTAN, ici on fait allusion aux États-Unis, qui est la mère de cette organisation. Naturellement, c'est confirmé aussi par les propos du président Macron qui estime que l'OTAN est en mort cérébrale. Il faut constituer une force européenne pour protéger l'espace européen. Il faut que les Européens eux-mêmes s'emploient à travailler à ce que l'Union européenne ou alors l'espace européen soit protégé par leur propre force. Et donc, on confirme ici que le gendarme ou le chef de file de l'OTAN, ce ne sont que les États-Unis. Ici, si on prend juste pour référence le président Macron, on confirme cela. Et donc, vous voyez ici que ce n'est qu'à travers ces postulats-là qu'on peut confirmer ici la volonté de l'OTAN, bien que l'URSS était en difficulté à cette époque-là, mais c'était une opportunité pour les capitalistes d'exporter leur idéologie et d'implémenter simplement cette idéologie-là pour gagner plus de marchés, gagner plus d'économies et mettre le monde sous leur botte et contrôler de façon manifeste. Et affaiblir définitivement l'URSS. Affaiblir, je ne pense pas, mais contrôler cette influence qu'ils ont, parce qu'on ne tue pas une idéologie. Il faut juste contrôler pour que au mieux, elle change cela avec le président Boris Eltsine, quand il est arrivé au pouvoir, il a adopté la philosophie capitaliste. Et donc, on voit ici que ça travaillait dans la faveur du capitalisme. Et donc, c'est montré ici qu'il y a même aussi on analyse le comportement russe de cette période-là jusqu'à nos jours, on voit ici une dualité idéologique à l'intérieur de la Russie, une dualité idéologique, j'entends par là, une affinité de certains dirigeants russes avec le monde capitaliste et une affinité russe avec un certain conservatisme dont Poutine est l'héritier, qui ici sur la droite ligne des lignes de démarcation qu'a défini Staline à cette époque-là, est en train de reconstituer, non pas reconstituer, mais essayer de montrer qu'il y a eu des lignes rouges à ne pas franchir, mais qui ont été franchies. Et donc ici, il faut affirmer ici l'influence russe dans les Balkans et l'influence russe tout simplement pour la protection de son territoire. Et vous voyez ici bien que c'est tout cela qui met en mal l'existence de l'OTAN. Et bien après même la guerre froide, il a fallu penser le développement de l'OTAN et comment elle doit s'employer pour conserver son existence. Et donc comment cela s'est fait en travers la création des guerres. On a ici une autre négation de l'OTAN avec la guerre du Kosovo qui par là a démontré son existence de façon manifeste. Revenons sur cette idéologie, la guerre froide. Une idée très ingénieuse, une invention ingénieuse popularisée par Walter Lippmann. Pourquoi les penseurs du XXe siècle n'ont pas anticipé sur la face cachée de l'expansionnisme américain? Tout simplement parce que c'était bien calculé, bien pensé. Ils savaient où ils allaient et puis la situation européenne à cette période-là ne coïncidait pas avec une réflexion autre que l'assistanat, besoin de sortir de crise, besoin de se reconstruire. Et donc toute aide qui venait à cette période-là était bonne à prendre. C'est pourquoi Walter Lippmann et les États-Unis ont mis sur pied toute une idéologie qui pousse les États-Unis dans une sphère expansionniste et une politique agressive auprès de certains États. À sa suite, vous avez le plan Marshall qui est calqué sur les points développés par Walter Lippmann, qui permet de penser la stratégie américaine au-delà de ses frontières en termes d'agressivité, en termes
de subjugation, j'ai envie de dire, si vous me prêtez le mot, de subjugation des autres peuples. Et donc ici, le plan Marshall mis en place, au-delà du fait que cela combat le communisme, est aussi mis en place pour magnifier et exporter l'économie occidentale, l'économie américaine. Et tout simplement, parce qu'il y avait des conditions pour accepter le plan Marshall, il y avait des conditions sur le point économique. Et les États européens avaient pour obligation de consommer américain. Et s'ils voulaient bénéficier de ce plan Marshall-là. Et vous avez le pendant qui est né, le Comintern au niveau de la Russie, bien que le pacte de Varsovie ait disparu, le Comintern est né pour essayer de contrecarrer cette idéologie occidentale qui vous venait avec l'expansionnisme du capitalisme aux portes de la Russie ou bien de l'Union soviétique à cette époque-là. Et donc, ici, vous voyez que les États-Unis ont toujours pensé le monde aux dépens des autres peuples. Ils ont pensé le monde d'abord pour le développement de l'Amérique et maintenant exporter. Et quand ils pensent le monde pour leur développement, ils voient les autres en termes d'opportunités ou en termes de menaces. Et maintenant, est-ce que c'est une opportunité pour eux quand vous êtes en position de faiblesse? Que oui, on voit la situation européenne à cette période-là. Est-ce que c'est une menace? Quand vous voyez les réactions de l'Union soviétique et ceci et cela, vous confirmez que oui, parce qu'il y a deux idéologies qui se sont affrontées à cette période-là. Et donc, ils ont développé des stratégies, des techniques pour s'affilier les faveurs de certains peuples qui sont déjà sous le joug, sous la domination ou alors qui utilisent déjà les moyens mis en place par le plan Marshall pour relever l'économie et par là, travailler à ce qu'ils intègrent de façon efficace et pérenne le monde occidental et précisément l'Europe centrale et plus tard se déporter vers les Balkans, ce qui a été refusé par le départ par Staline et au moment où il signait les accords de paix. Et donc, oui, les États-Unis, ils ont toujours cette idéologie de subjuguer les autres. Vous voyez les bases militaires qu'ils ont dans le monde, ce n'est que calqué sous le prisme des développements idéologiques qu'a fait les penseurs du XXe siècle, dont Lippmann et sa suite. Walter Lippmann était l'un des penseurs, un génie. Tout à fait. Il est issu de l'école de Harvard. Vous savez bien que c'est une école cotée au plan international et donc il a travaillé à ce que il a travaillé dans le domaine communicationnel, sociologique, parce que c'est un sociologue. Il a travaillé sur ce pan-là, comment travailler à ce que l'idéologie américaine s'exporte vers d'autres contrées et que ces d'autres contrées-là, dont la culture occidentale peut même s'exporter. C'est pourquoi le plan Marshall, qui se calque toujours sur cette idéologie-là, draine avec lui la domination culturelle, la domination économique, la domination politique, la domination sociale. Et donc, c'est pourquoi dans notre dernière émission, je demandais son analyse de la circulation du djinn. On va voir que ça vient avec le plan Marshall au niveau européen. Si vous voyez même l'influence de la culture occidentale, c'est-à-dire le rock, le rap et consorts, ça vient toujours de cette idéologie-là pour magnifier les autres peuples et dominer le monde tout simplement d'un point de vue culturel, sur tous les plans en fait. Est-ce que l'on pourrait dire que les praticiens de la conspiration dirigée par les États-Unis simulaient des dangers qui n'existaient pas? Que oui, on peut se le dire. Si on prend justement de façon contemporaine la théorie développée par les États-Unis, à savoir la guerre préventive, on peut juste confirmer à cela que c'est une suite logique que de dire que oui, ils ont toujours pensé ainsi et ils s'emploient à travailler, à toujours avoir une avance sur les autres et par là développer leur industrie qui viendrait après coup apporter une assistance aux autres, tout simplement pour le développement de leur industrie à eux et subjuguer les autres peuples quand vous ne voulez pas de leurs biens. Vous ne partez pas acheter ailleurs parce que vous allez vous confronter à ce qu'ils appellent
dans des termes un peu techniques, là, alliés, pas alliés, amis, pas amis. Et donc vous avez tous ces pans de l'analyse là qu'il faut mettre en lumière et montrer que les États-Unis ne pensent qu'à leurs intérêts et maintenant leur relation avec les autres est sous le prisme d'une domination mais camouflée sous le label de la démocratie et de la diplomatie. Donc, pour finir, ils ont développé aussi le lobbying. Le lobbying, c'est juste mettre de l'influence sur l'autre pour s'accaparer certaines faveurs, j'ai envie de dire. Et donc, les États-Unis sont forts dans cela. Vous voyez, si on essaye de voir toutes les entreprises qui font dans le lobbying, on va voir que les États-Unis caracolent et ils sont tout le temps sollicités parce que la place où même se développe le lobbying, il y a certes Bruxelles, il y a aussi Bretton Woods qui est aux États-Unis, l'ONU qui est aux États-Unis. Toutes ces places-là sont des zones d'influence et de lobbying qui permettent à ce que les États-Unis aient une prise ou une emprise sur la marche des autres États. Si on prend de façon contemporaine, une fois de plus, le conflit libyen, on se rend bien compte que c'est fort de leur influence au niveau de l'OTAN qu'ils ne peuvent ne pas être punis parce qu'ils s'écartent un tout petit peu des directives qu'aurait donné l'ONU pour mener une certaine opération de restitution de la paix dans certaines régions. Et donc, vous voyez ici que justement la place d'une institution est importante pour un pays, et tout simplement aussi pour son économie et pour magnifier son influence qu'elle pourra avoir sur le développement des relations entre États et des relations entre pouvoirs, tout simplement. Est-ce que l'OTAN, après sa création, sous l'égide des États-Unis, n'avait pas pour mission de s'accaparer les ressources stratégiques des colonies des différentes puissances coloniales? Le manganèse et le graphite au Madagascar, l'uranium au Congo, l'étain au Cameroun, pour les entreprises américaines. Tout à fait. On voit ici votre question, mais bien qu'elle n'est pas explicite dans la périodicité, mais nous permet aussi de nous situer périodiquement dans la période coloniale et la période de décolonisation bien après. Et ce qui a suivi guerre froide après les années 90. Après les années 90 et tout. Et l'avènement de la démocratie dans les pays colonisés. Vous voyez ici que les États-Unis, ça reprend un peu notre question quand on demandait est-ce que les pays anglo-saxons, les États anglo-saxons n'ont pas été avant-gardistes. Et ici, vous voyez la continuité dans la stratégie avec l'avènement du plan Marshall. Le plan Marshall vient pourquoi? Parce qu'il va permettre de subjuguer, alors au même titre que les pays tels que la France ont subjugué, ont dominé les pays d'Afrique, les 14 pays d'Afrique. Donc ils vont subjuguer cela avec juste l'avènement du plan Marshall au niveau européen pour relever l'économie occidentale. Et cela n'est pas gratuit, forcément. Et donc ici, c'est un élément qui va permettre à mettre pied, à entrer fondamentalement dans l'espace de ces puissances-là, de ces puissances européennes. Et maintenant, grappiller beaucoup de ressources stratégiques, de ressources humaines. Je vous donne ça, vous me donnez ça dans tel pays. Je vous donne ça, vous me donnez plutôt ceci dans tel pays. Non, vous perdez un peu plus d'influence ici parce que moi je vais gagner plus là-bas. Et n'oubliez pas, je vous ai aidé avec le plan Marshall. Donc ça devient un chantage, une influence tout simplement. Et comme ils sont encore sous la coupole de l'OTAN, ils n'ont pas encore une certaine sécurité, une certaine facilité à se défendre. Et donc tout cela n'est que sous le label des États-Unis. Et donc vous voyez ici qu'ils sont pris dans un étau qui, s'ils ne font pas le bon vouloir de l'oncle Sam, ils sont juste punis ou alors envahis. Et ce qui permet de montrer en quoi ils sont manifestement malhonnêtes, c'est le comportement de Roosevelt et de Winston Churchill à la période de la guerre, du combat contre le nazisme mené par Staline. Staline avait demandé de manière répétitive l'appui de ces puissances-là, de ses alliés. Ils étaient alliés à cette période-là
Mais de façon répétitive, la réponse a été non, un silence absolu, un silence total, ce qui permet de montrer aussi que pendant cette guerre-là, c'est le début de la guerre froide, parce qu'il y a manifestement eu ici une réflexion d'un point de vue intéressé de la part de ces alliés-là, et donc ça permet aussi d'expliquer l'influence qu'il y a entre l'interrelation conflictuelle qu'il y a entre les alliés dans une certaine organisation. Et donc ici les États-Unis avec la main mise sur les colonies et décolonisés me permet de dire ils ont une prégnance dans cette puissance, dans ces territoires-là. Ils prennent ce qu'ils veulent, bien sûr avec l'aval de nos puissances tutélaires, tout simplement parce qu'ils veulent, ces puissances tutélaires veulent garder une certaine face de puissance. Mais en soi, ils ne sont plus une puissance, ils sont juste des colonies comme on a été par le passé. Le chef adjoint de l'OTAN estime que la Russie a violé l'acte fondateur sur les relations OTAN-Russie. Estime que l'Alliance n'a plus désormais aucune restriction pour se doter d'une force robuste sur le flanc Est. Allons-nous vers une guerre déclarée États-Unis-Russie? La guerre a été déclarée il y a bien longtemps. La guerre a été déclarée il y a bien longtemps, mais restituons d'abord contextuellement ce que c'est que l'acte fondateur. L'acte fondateur, c'est le traité de paix ou alors l'accord de paix qui émane dans le 27 mai 1997 pour les francophones, pour les belgophiles, on va dire 1997. Et donc c'est ce traité-là qui permet de rassurer les différentes parties que non, on ne va plus, c'est après la guerre froide, on ne va plus mener cette hostilité qui a gangréné le monde par notre comportement à vouloir ou ne pas vouloir la guerre, tout simplement parce qu'on veut garder une certaine influence et imposer une certaine idéologie que nous portons auprès d'autres pays. Et donc l'acte fondateur permet de dire on va travailler ensemble, on va travailler à ce que le monde ait une paix durable, une paix pérenne, on va travailler à ce que nous ayons un monde où il fait bon vivre, ou un monde où l'économie que nous voulons continue de fonctionner normalement, un monde où la guerre est reléguée au second plan ou bien au calendrier grec quand on parle du continent occidental. Mais on peut faire la guerre bien naturellement ailleurs. Et donc ici, l'acte fondateur, c'est cela dans le 27 mai 1997. Et donc, si on prend 27 mai 1997, on prend la période là jusqu'à nos jours, on va se rendre compte que la Russie a certes violé certains points de cet accord-là, mais est-ce que les autres parties prenantes à cet accord-là n'ont pas violé cet accord-là? Et là, ça nous interroge sur la question du Kosovo. Vous voyez que le Kosovo, c'est bien après l'acte fondateur. Et le Kosovo, c'est dans les Balkans. Et donc, il y a ici une négation même de la volonté de Staline, comme on disait par le passé, à ne pas voir l'OTAN s'exporter vers l'Est. Et donc, cette négation-là permet à ce que la Russie ou alors l'ex-Union soviétique étant faible à cette période-là, faible politiquement, faible économiquement, gangrénée par une oligarchie qui a voulu profiter des privatisations et se faire beaucoup d'argent, faible parce que l'oligarchie exporte ses richesses vers les pays comme les États-Unis, faible parce que l'idéologie occidentale, l'idéologie américaine intègre le pays à travers une gouvernance de Boris Eltsine à cette période-là. Donc il y a cette situation-là, la Russie ne peut plus montrer qu'elle est une puissance sur laquelle il faut compter, une puissance sur laquelle le mot prononcé est fort. Et il faut prendre cela en compte de manière sérieuse. Et donc, l'OTAN avait champ libre à cette période-là. L'OTAN avait champ libre. Et il a fallu la venue de Poutine pour montrer que la Russie sera reconstruite. Et il s'en prend d'abord aux oligarques russes qu'ils renationalisent leur fortune de manière forcée. Et il met par là différentes stratégies, différentes techniques, différentes politiques pour relever le potentiel économique de la Russie et redorer un tout petit peu son blason pour que les relations Russie-OTAN soient un peu,
on va dire, au mieux si on se rend juste compte qu'à cette période, la Russie n'avait pas encore droit de citer, dans le chapitre des relations internationales. Ils étaient juste relégués au calendrier grec. Il n'y avait pas sa voix, bien qu'elle s'est offusquée de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, on n'a pas pris cela en compte. Et donc, fort de cette humiliation-là, elle se rend compte qu'il faille repenser sa stratégie, repenser même sa politique interne pour mener à bien ses politiques externes. Et donc, l'OTAN Russie, ça a été nié. Ce n'est pas seulement la Russie qui nie cet acte fondateur aujourd'hui. Il y a plusieurs événements qui poussent la Russie à poser un acte aujourd'hui qui est qualifié selon Stoltenberg de négation de la relation qui oblige la Russie à respecter l'acte fondateur. Mais est-ce qu'ils ne sont pas responsables? Il y a une négation des deux côtés. Est-ce que le peuple ukrainien qui est au milieu de ce combat, on dirait, économique, et un combat de leadership dans le monde, on est en train de parler de la multipolarité, est-ce que ce peuple-là ne paye pas les frais qu'il ne devrait pas normalement payer? Oui, ici là, le peuple paye les frais, il paye de façon évidente, il paye les frais. Et maintenant, si on considère l'élite comme faisant partie du peuple, mais est-ce que l'élite paye les frais de ce qui se passe au niveau de l'Ukraine? J'ai envie de dire non. L'élite se contente de continuer à brasser des milliards, à mener la guerre sous le label de préservation de l'intérêt général, de préservation du territoire national, de repousser l'ennemi qui a été identifié aujourd'hui par l'ensemble des pays de l'Union européenne comme étant la Russie, et maintenant sous l'emprise de son chef de file, les États-Unis, essaye de mener la guerre de procuration auprès de l'Ukraine, mais au détriment naturellement du bas peuple. Pourquoi l'OTAN veut une longue guerre russo-ukrainienne? C'est une nouvelle manière de faire la guerre. C'est une nouvelle manière de faire la guerre qui est en train d'être expérimentée. Je te soutiens, mais je ne te soutiens pas. Et donc, si l'OTAN aujourd'hui veut faire la guerre, elle s'emploie de manière manifeste à aller au conflit et de mettre fin à ce qu'elle estime comme étant un acte barbare de la part de Poutine. Mais ici, vous voyez, ici, il y a une crainte de la Russie quant à ce que cet État-là dispose de têtes nucléaires qui peuvent faire mal à n'importe quel pays dans le monde, et dans n'importe quelle région où vous vous trouvez, la Russie peut vous atteindre avec son joujou récent qu'elle a présenté à la place du monde, son missile hypersonique. Et donc, si la guerre doit prendre autant de temps du point de vue de l'OTAN, c'est juste parce qu'elle a d'abord une crainte de voir extrapoler la guerre, une crainte d'offusquer la Russie, une crainte de voir ses intérêts au niveau de l'Ukraine dilapidés, une crainte de voir le monde découvrir la face cachée de ces pratiques mafieuses et belliqueuses dans le monde, et précisément en Occident, ce qui est manifestement bien caché aussi, et une crainte pour ma part d'un point de vue idéologique, le capitalisme des élites qui doit être ici bien caché pour montrer que le capitalisme a encore quelque chose à apporter au monde, et cela est caché sous deux prismes, sous un double prisme. Il y a la démocratie qui doit être magnifiée, et il y a la question de la liberté de choisir qui doit être aussi magnifiée ici. Et quand vous prenez ces deux concepts-là, c'est nier, c'est une négation qui a lieu, qui est en cours au niveau de l'Ukraine. Et donc, il y a une certaine communication qui doit être faite sur ces deux pans-là pour montrer que non, nous, en Occident, nous travaillons à sauvegarder la liberté individuelle, la liberté, le droit des humains, le droit.
Et nous travaillons à ce que la démocratie soit respectée de par le monde. La démocratie qui n'est que la continuation de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme des élites, moi j'appelle. Et maintenant, au niveau de la Russie, ça va durer aussi tout simplement parce qu'elle ne veut pas mener une guerre frontale, parce qu'elle estime qu'elle a une opération militaire spéciale. Et l'opération militaire spéciale prend du temps, tant qu'il y a l'ennemi en face. Et donc, c'est une guerre qui va durer, parce que chaque analyste essaye de mesurer l'ampleur de ces frappes et la réponse que pourrait amener ces frappes. Et donc ici, c'est une guerre de chiens et chats qui va durer à mon Certes, c'est une guerre qui se déroule sur le vieux continent, en Europe précisément. Et pourquoi les Européens? On a l'impression que les Européens sont amorphes un petit peu par rapport à cette guerre. C'est plutôt les Américains qui tiennent le bout du canon. Donc, si je vais faire une analogie pour expliquer simplement cette situation-là, ce n'est pas un enfant qui éduque le parent, c'est le parent qui éduque l'enfant. Qu'est-ce que les Européens peuvent faire en Ukraine quand leurs parents n'ont pas encore parlé des États-Unis? Ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils doivent donner l'orientation. Vous voyez aujourd'hui juste les sanctions concernant les sanctions à apporter sur le gaz russe, le gaz au pétrole et l'électricité russe peinent à être mises en place tout simplement parce qu'ils sont dépourvus de toutes ces ressources-là. Or, les États-Unis, évitant d'employer leurs réserves stratégiques pour renflouer les réserves gazières pétrolières et énergétiques de l'Occident, pour booster au mieux cette prise de décision-là, ils ne le font pas. Parce qu'il faut payer l'oncle Sam, sinon il ne le fait pas, il faut payer. Et donc ici vous avez le patron de l'institut qui s'occupe de l'énergie au niveau européen. Il a fait une sortie. Le patron il a fait une sortie pour démontrer que d'ici l'été, on va connaître une forte crise énergétique. Et c'est dans le Der Spiegel qu'il a fait cette déclaration. On va connaître une grande crise parce que si la Russie ne nous livre pas, on ne sait pas où se livrer. Mais il y a un paradoxe. Comment se fait-il que le patron de l'énergie européenne déclare qu'on va connaître une crise et l'Union européenne accentue les sanctions? Et les dernières en date, il y a le 1er juin, déclaraient qu'ils allaient progressivement arrêter d'importer le pétrole russe. L'Union européenne n'a pas sanctionné. Et de facto, à ce jour, nous sommes à 2 euros, on a passé là-bas à 2 euros. Au risque de vous décevoir, l'Union européenne n'a pas sanctionné la Russie. Que non. L'Union européenne a fait une politique de relations publiques auprès de sa population, de sa masse. Tout simplement pour montrer que nous tenons la barque, nous sanctionnons la Russie, mais c'est des mesures cosmétiques. C'est des mesures cosmétiques. S'il faille sanctionner la Russie, il faut couper les oléoducs. Parce qu'ici, elle n'a que sanctionné les produits dérivés du pétrole qui viennent par bateau. Ce n'est que ça qu'elle a sanctionné, mais les oléoducs qui transportent des quantités de pétrole n'ont pas été sanctionnés. Tout simplement parce qu'ils doivent se faire livrer ce gaz-là. Mais la question que le peuple doit se poser maintenant, comment est-ce qu'ils payent ces livraisons-là? Est-ce toujours en euros ou en dollars, ou alors ils payent ça en roubles? Parce qu'il y a un flou artistique qu'ils sont en train de mettre là. Mais la Russie, si elle continue à livrer, c'est parce que sa condition fondamentale est respectée, c'est-à-dire payer son pétrole en roubles, ou alors vous payez cela en or, parce que le rouble est rattaché à l'or. Oui. Et donc, si la Russie continue à livrer le gaz, le pétrole à l'Union européenne, vous conviendrez avec moi que ce sont des sanctions cosmétiques, juste pour la politique des relations publiques auprès des masses. Pourquoi les États-Unis veulent fédérer les démocraties autour d'eux? Et est-ce que l'Europe a intérêt à s'enfermer dans ce bloc-là? Ce bloc qui est source de conflits et de guerres dans le monde. Les États-Unis et la démocratie, ils veulent fédérer. Tout le monde aspire à la démocratie, c'est une monnaie courante. Maintenant, l'usage que les États-Unis en font, c'est ce qui pose problème, parce qu'ils utilisent cela comme moyen de pression auprès des pays qu'ils ont catalogués comme étant des dictatures et qu'il faille mettre en place
des démocrates qu'ils auraient choisis. Et les démocrates qu'on a choisis, c'est parce que ce démocrate-là a adhéré à votre idéologie ou alors à l'idéologie américaine. C'est comme ça qu'on va le cataloguer de démocrate. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un pays comme l'Érythrée, pays pauvre, qui connaît beaucoup de turpitudes. Connaît aujourd'hui, son président est catalogué de dictateur. De dictateur, tout simplement parce qu'il a fait 30 ans au pouvoir. Et donc, il ne sert en soutien à la Russie. Il soutient mordicus la Russie et il ne fait que dire non aux sanctions occidentales contre la Russie. Et aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il a pris cette position, il est catalogué de dictateur. Vous voyez, pardon, le passage qu'il y a entre un démocrate et un dictateur, c'est à la tête du client. Et donc, comme c'est à la tête du client, vous voyez que les États-Unis sont là juste pour implémenter leur politique et mettre à la tête des États les citoyens de ces États-là qui sont en obédience avec leur politique de développement, en accointance avec leur politique d'expansionnisme, en accointance avec leur politique de gouverner le monde. Mais est-ce que l'Europe a intérêt à rester dans ces blocs où finalement le bloc a une pensée, on part vers une pensée unique? Si il faut y répondre à cette question-là, on peut aussi répondre cela à travers une autre question que ma foi est fort illustrative. Est-ce que l'Europe a raison de rester dans l'OTAN? S'il reste dans l'OTAN, ça veut dire qu'il veut juste que les États-Unis continuent à mener leur politique de défense. Mais Macron disait que l'OTAN est en mort cérébrale. L'OTAN est en mort cérébrale. Quelle est la puissance maintenant qui protège l'Europe? C'est toujours l'OTAN. Et donc, ce n'est que c'est une posture qui les projette vers un développement de quelque chose qui peut mener à une protection européenne, à la construction de quelque chose qui va protéger l'Union européenne et ne plus dépendre militairement de l'OTAN et donc corrélativement des États-Unis. Vous voyez, c'est que l'Union européenne, ce n'est qu'une place de lobbying, mais qui est contrôlée par les États-Unis, tout simplement. Et est-ce qu'ils doivent rester dans ce bloc-là? Et si je vois votre question, c'est juste la multipolarité qui pointe à l'horizon. Maintenant, est-ce que l'Union européenne ou alors l'ensemble des pays de cette institution-là aimerait voir la multipolarité émerger? Là est toute la question. Si oui, vous conviendrez avec moi qu'il ne s'afficherait plus, n'accepterait plus tout simplement la volonté américaine à se voir respecter dans leur espace et ils développeraient d'autres politiques, par exemple le rapprochement avec la Russie pour mener à bien cette dédollarisation du monde qui est la bienvenue aux yeux africains aujourd'hui. Et donc on voyait qu'ici il y a une pression qui vient des États-Unis, qui est reprise au niveau occidental et qui est reportée auprès des pays qui soutiennent la Russie ou bien qui apportent un soutien tacite ou bien caché ou flou à la Russie, tout simplement parce qu'ils veulent se rassurer que vous êtes encore des démocraties et une démocratie ne soutient pas une dictature qu'on a déclarée comme étant une dictature. Et si nous avons jugé, nous les juges de la démocratie céleste, on a déclaré que celui-ci est une dictature, vous, les périphéries de la périphérie, vous n'avez pas vocation à contredire notre décision qui vient de Dieu. Donc, vous conviendrez avec moi ici là que, comme vous le dites, ils veulent s'arroger le bon vouloir de la construction d'une démocratie universelle et donc mettre tous les pays dans cette démocratie-là pour simplement sauvegarder leurs intérêts et punir les pays qui ne vont pas respecter les intérêts américains, tout simplement. On a donné un thème très fort à cette émission depuis la guerre en Ukraine. Qui contrôlera l'Afrique? La Russie veut augmenter sa capacité de coopération économique et militaire avec 19 pays africains. Pourquoi cela inquiète la coopération des think-tanks américains? Vous voyez ici que si on enlève l'élément intérêt, ils n'ont pas à s'inquiéter.
Ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est juste parce que les Américains, avec les différentes théories qu'ils ont développées, si on prend juste pour référence celle développée par Walter Lippmann, c'est-à-dire développer une stratégie agressive pour s'accaparer mieux les richesses et mieux asseoir notre expansion dans le monde, vous voyez, c'est que la Rand Corporation n'est que dans une continuité de cette idéologie-là, et donc les intérêts américains sont menacés si la Russie met pied en Afrique. Et si la Russie met pied en Afrique, les intérêts français menacés, les intérêts américains menacés, les intérêts anglais menacés, les intérêts de ces différentes puissances-là seront menacées. Et la Rand Corporation a raison de s'en inquiéter, parce que c'est comme si vous êtes en train de manger une bonne soupe et vous avez un intrus qui vient vous raver l'assiette. Vous allez courir après lui, vous lui dire que c'est ma sauce, mon ami, laisse-moi finir ma sauce, et tu n'as même pas le droit d'être dans son périmètre. Et donc ici, ils doivent s'en inquiéter, parce que la Russie est en train de s'implanter en Afrique. On voit les manifestations. Les manifestations sont à tomber debout. Donc, vous voyez ici au Congo, au Mali, au Tchad, au Cameroun et dans plein d'autres pays, cette volonté de se rapprocher de la Russie fait peur. Et c'est quand même 54 pays, cet espace géographique-là. Et si cet espace géographique est perdu, vous avez souvenance de l'Afrique comme... Ils veulent 19, pas 54. Pour l'instant, ils veulent 19. Ceux qui ont déjà des acquaintances avec la Russie sont à 19 par là. Au-delà, il y a ceux qui ont manifesté tout simplement. Quand je parlais de l'Africom, c'était pourquoi? Pour contrôler l'Afrique, contrôler les réserves stratégiques de l'Afrique. Vous avez par exemple le corridor au niveau du Mali qui regorge une nappe phréatique très importante. On a la guerre de l'eau qui va arriver. Et donc vous voyez tout cela, c'est pour montrer que les guerres préventives, une fois de plus, montrer que les États-Unis sont en avance sur nous. Et nous, on doit juste suivre leur politique, parce que nous, on n'a pas encore vocation à réfléchir, vocation à protéger nos intérêts. Et on n'a même pas encore vocation à choisir les partenaires qui peuvent nous aider à protéger nos intérêts. Donc, les think tanks américains ils pensent sur 50 ans. Pourquoi les think tanks européens ne se positionnent pas depuis la création de l'Union européenne, du traité de Maastricht? Pourquoi il n'y a pas de think tanks européens qui se projettent au lieu de suivre constamment l'oncle Sam? Et du côté africain, puisqu'on parle des Africains, et je ne sais même pas si ça existe. Ça existe, mais c'est juste que ce n'est pas financé à la hauteur des pays développés. C'est même encore peut-être les think tanks africains sont encore, j'ai envie de dire, individualisés. Donc c'est parce que je mets mon argent pour faire mes propres recherches, et la médiatisation même des résultats de ces recherches-là ne sont pas médiatisés, ou alors ne sont pas prises en compte par les politiques africaines. Mais pour revenir à votre question, j'ai envie de dire les think tanks européens, les think tanks américains, c'est un peu comme la mafia. Dans la mafia, il y a un chef. Dans la mafia, il y a un chef, et le chef dicte les limites de chacun. Et si le chef, en l'occurrence, c'est les États-Unis, vous avez quel think tank qui peut aller en confrontation avec les intérêts américains? Dès qu'ils essayent d'émettre ce genre de réflexion, on les taxe de complotistes. Et les Américains sont en train de préparer une loi qui va sanctionner les pays qui soutiennent la Russie. Naturellement. Et quel est le pays, quel est l'État européen qui va par exemple dire que non, nous on a encore un bon terme avec cet État que vous avez ciblé là, donc on ne va pas aller dans votre sens. Non, c'est la mafia. Le grand patron a parlé, tout ce que les employés ont à faire, c'est d'exécuter la décision qui a été prise. Donc les États-Unis et l'Union européenne ne peut que suivre ce que les États-Unis auront décidé. Donc la Rand Corporation, vous voyez, même les références scientifiques qu'on pourrait prendre au niveau européen viennent de ces écoles-là, l'école de Columbia, l'école de Walter Lippmann, l'école de... Et donc, ce n'est que logique que ça continue ainsi. Et toute cette idéologie, quelle est l'idéologie qui a cours au niveau européen? C'est l'idéologie occidentale. L'idéologie occidentale qui prend essence au niveau des Amériques avec la question du capitalisme et tout ce travail-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire si la multipolarité pointe à l'horizon? Ils ne vont que soutenir d'abord le statu quo parce que les États-Unis ont décidé ainsi. Mais sauf que la décision de Poutine de payer les livraisons de gaz et de pétrole et d'électricité en roubles
permettent de dire à suffisance ceux qui doivent repenser leur position, repenser les blocs auxquels ils appartiennent et repenser les intérêts qui sont les leurs pour magnifier au mieux leur position stratégique et travailler à ce que leur population connaisse un certain avenir meilleur. Parce que si ils font fausse route, ce que je ne souhaite pas, ils vont rencontrer ce que nous, Africains, avons connu quand on a rencontré leur visite sur notre continent. Et donc, je n'ai pas envie que cela arrive, mais c'est à eux de prendre la décision de se départir des politiques américaines, de se départir de ce que j'appelle l'impérialisme moutonnier. Nous sommes à l'ère de la pensée unique, générée forcément par les think-tanks américains. En Europe, les manifestations commencent à se faire sentir. Il y a une manifestation encore annoncée pour le mois de juin, mi-juin, contre le coût de la vie. Ben oui. Comme je l'expliquais par le passé, ils sont pris dans un étau. Et si on prend pour référence les analyses projetées par le patron de l'agence de l'énergie au niveau européen, vous voyez que ça sera compliqué. Une grande crise arrive et l'Occident doit vraiment mettre les pieds sur terre pour essayer de calmer la population. Parce que si la population va dans la rue comme cela est prononcé, c'est la question fondamentale qui va revenir après que les velléités de recommandation n'ont pas été entendues. La question qui va venir, c'est révolution. Et si la révolution vient, vous voyez que les questions de complotisme qui sont combattues dans les médias mainstream vont prendre la rue et cela va apporter ce qu'on appelle aussi la révolution de couleur au niveau occidental. Et si cela prend le coup, comme si c'est peut-être pour sortir de cette analyse-là et rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'analyse footballistico-politique et non l'événement qui a eu lieu au niveau du Stade de France, parlant de la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. On accuse aujourd'hui la Russie d'avoir injecté les faux billets auprès des spectateurs pour aller dans le stade. Lors de la dernière émission, je parlais de cette russophobie. Est-ce qu'on n'atteint pas des paroxysmes? Justement, l'élément ici permet de garder la face, d'incriminer l'autre et de susciter un certain sentiment de jouer sur l'événement actuel pour cultiver ce sentiment de russophobie déjà et ce sentiment de volonté de l'État de satisfaire les besoins des populations, vaille que vaille. Et donc les États vont travailler à ce qu'ils donnent un peu de grain à moudre à la population de temps en temps avec la question de l'inflation qui arrive, qui est déjà là, j'ai envie de dire. Et donc ils vont travailler à ce que l'inflation ne prenne pas un pic, comme je disais par le passé, et que l'inflation soit pérenne. Ils vont travailler à ce que ce soit en dents de scie, de telle enseigne que les États travaillent à stabiliser l'inflation, mais que le cours du pétrole va de temps en temps relever, travailler à ce que ça redescende pour calmer un peu la population, que quand ça atteint un pic, on va dire à la population qu'ici, là, d'un point de vue psychologique, ils sont déjà à bloc. Ils sont à bloc et donc il faille qu'on mette un peu une action pour les calmer, que ça ne va pas dans la rue, que ça ne déborde pas et qu'on parle ainsi de suite de révolution tout simplement au niveau occidental. Le sommet Russie-Afrique est en préparation. L'Occident met la pression sur les États africains pour éviter cette coopération Russie-Afrique. Est-ce que l'Afrique est en passe de se libérer ou l'Afrique est en passe de se libérer de ce paternalisme? L'Afrique, certains Africains sont en passe de se libérer de ce paternalisme-là parce qu'il y a une certaine affirmation de soi, affirmation de l'identité africaine par certains, mais d'autres ont épousé l'idéologie occidentale, ce qui complique un peu la tâche de cette volonté de libération-là au niveau du continent. Mais la question fondamentale est celle de savoir qui gouverne, propose l'idéologie de libération.
et qui gouvernent en Afrique, ce sont les pays, les individus ou alors les personnages qui ont une acquaintance avec la volonté de domination de l'Occident. Et tout simplement parce qu'ils s'en mettent plein les poches, ils pillent, ils volent, ils mettent les richesses à l'Hexagone pour satisfaire les besoins primaires au détriment de la volonté générale. Et parce que ceux qui ont vocation à libérer l'Afrique, ou alors ceux qui ont cette volonté forte de voir l'Afrique libre, de cette volonté de puissance, de cette domination, de ce pillage de nos richesses-là, ils sont écartés du pouvoir, ils sont mis à l'écart, même dans les simples contrats, par exemple les contrats miniers, dans la négociation des contrats miniers, ce sont toujours des individus avec une obédience à l'idéologie occidentale qui sont en poste, non pas pour la sauvegarde des intérêts africains, mais tout simplement parce qu'ils veulent toujours prendre des bakshish et mettre plein les poches et donner les marchés à l'Occident. Vous avez le scandale de Glencore qui est sorti. Et donc, vous voyez ici que même la SNH au Cameroun est impliquée dans cette histoire-là. Pas la SNH en tant qu'institution ou en tant que structure, mais les individus qui travaillent, les partenaires de cette institution-là qui travaillent à ce que cette institution soit connue au niveau international et travaillent pour les intérêts du pays. C'est mis à sac tout simplement pour les intérêts égoïstes de certains qui ont pris de l'argent, ils ont mis à l'Hexagone et ils ont vendangé le patrimoine national. Et donc la question que je me pose maintenant est celle de savoir, est-ce que l'Africain est prêt à libérer l'Afrique avant de se déporter pour confronter maintenant les idéologies qui viendraient pour nier cette volonté-là à l'intérieur de l'Afrique. Donc si on porte à la tête de nos États des individus avec une forte idéologie dans le sens de cette libération-là, je me dis, chemin faisant, l'idéologie portée par nos dirigeants va déteindre sur la population, sur la masse, et cela va construire une conscience commune, une idéologie commune qui porte chacun vers cet idéal de libération-là et magnifier la libération que nous attendons tous, telle que Fidel Castro a fait au niveau de Cuba. Et les volontés maintenant hexagonales ou bien de l'Hexagone à venir subjuguer les peuples africains avec l'aide de certains Africains sera mise à côté tout simplement parce qu'ils ne seront plus aux affaires. Et donc qui est aux affaires détermine si on sera libre ou pas. Vous nous suivez depuis un bon moment sur cette émission de géopolitique. La question fondamentale, elle est posée depuis le début. Qui contrôlera l'Afrique? Cette guerre en Ukraine nous donne des visions et des analyses pour pouvoir voir où les titans veulent se projeter. Aujourd'hui, nous avons une coopération européenne, une coopération américaine qui prépare des actions contre cette coopération Russie-Afrique. À très bientôt.